label EPV, entreprise du patrimoine vivant, est un label d'État qui reconnaît l'excellence d'un savoir-faire. Et pour nous, cette excellence de savoir-faire, c'est notre manière de tricoter, comme vous le soulignez, et également la fixation, par exemple, du col du pull marin au corps du pull, maille par maille, qu'on appelle chez nous le remaillage. C'est la reconnaissance d'un savoir-faire, puisque chez nous, chaque opératrice a eu au minimum 18 mois de formation avant d'acquérir son métier. Alors, c'est au-delà du Made in France, puisque, si vous voulez, du fait qu'on est détenteur d'un savoir-faire rare, ce savoir-faire se traduit par un critère de qualité différent pour le vêtement. C'est pas seulement qu'il soit fait en France, c'est qu'il soit fait d'une telle manière qu'il ait une qualité dite supérieure pour l'utilisateur. Alors, tout à fait, on réalise 40% de notre chiffre d'affaires à l'export, un tiers dans les pays européens, un tiers Nord-Amérique et États-Unis, et un gros tiers en Asie, notamment au Japon depuis plus de 40 ans. Et si les Japonais sont venus chercher le pull marin ou la marinière en coton à Saint-James, c'est qu'ils sont venus avant tout chercher l'originalité, l'original, l'authenticité, puisqu'on est du pull marin qui a été fait pour un usage professionnel, pour les marins-pêcheurs, mais aussi pour la marine nationale. Donc, quand ils viennent chercher un produit en France, et c'est le cas de nos clients à l'export, viennent chercher une authenticité, une qualité de produit. Ce qui a permis, c'est le produit qui a fait la notoriété de Saint-James à l'export, et pas l'inverse. C'est pas la marque qui était inconnue, c'est à travers son produit, sa qualité, qu'ils sont venus chercher les produits authentiques à Saint-James. Et c'est le cas également aux États-Unis, en Corée du Sud ou même en Europe. Alors déjà, c'est un autre critère du label EPV. Vous avez 1400 entreprises du patrimoine vivant en France, dans tous les territoires et dans tous les métiers. Et un des critères de sélection, en dehors de l'exemplarité d'un savoir-faire, c'est également une notoriété régionale. Et avec cette notion de transmission. Pourquoi nous sommes implantés à Saint-James depuis 130 ans? Parce qu'on a un savoir-faire qui est un savoir-faire humain, et ce savoir-faire humain est né localement. On a des familles qui sont là de génération en génération, et c'est quelque chose qui est non délocalisable. On ne peut pas délocaliser, on ne peut pas emmener tout le monde dans un pays étranger. Ce n'est pas un savoir-faire industriel, c'est un savoir-faire manuel. Et d'ailleurs, votre question est pertinente, puisque lorsqu'en 2013, j'ai ouvert les établissements Saint-James, nos ateliers aux visites, on m'a dit, mais oulala, vous allez démontrer votre savoir-faire à tous ces étrangers qui viennent vous piquer la technologie. J'ai dit non, notre savoir-faire est humain, donc à part couper les mains de nos couturières et ou leur enlever un petit bout de cervelle, je ne vois pas grand-chose ce qu'on pourrait nous piquer. Donc, on est complètement transparent et non délocalisable, ce qui explique le tissu qui se redynamise en France à travers ces territoires grâce à ce savoir-faire né régionalement. Alors, pour moi, c'est un mouvement qu'on sentait déjà avant la crise du corona, qui va être amplifié pour deux raisons. La première, on s'est aperçu notamment que les entreprises françaises étaient capables de se fédérer autour d'une cause commune. Et je prendrais, il y en a eu plusieurs, mais je peux prendre l'exemple des masques, où le tissu industriel des entreprises se sont rassemblés. On a échangé entre nous. Pour ceux qui pouvaient tricoter le tissu, les autres monter les masques, les autres fabriquer les élastiques. Donc, on s'est renforcé. On a appris à mieux se connaître et avoir un même intérêt. Là, à l'époque, c'était la pénurie des masques en tissu. Donc, pour moi, le facteur Covid va accélérer cette relocalisation, cette réindustrialisation. Par contre, il ne faut pas se faire d'illusions. Si nos prix de revient sont plus élevés en France, c'est aussi un choix de société. Est-ce qu'on veut ne pas payer, par exemple, les hôpitaux et la médecine quand on se fait soigner?
Ça veut dire qu'on a un coût du travail plus important qu'ailleurs, d'où un coût de revient pour un produit différent. Donc, c'est une histoire d'acceptation que cette différence de coût de revient vient aussi du niveau de protection sociale et médicale qu'on peut avoir en France. Par contre, pour que le consommateur accepte cette différence de prix, il doit accepter aussi les entreprises qui veulent produire en France ou reproduire en France doivent se mettre un niveau d'exigence de qualité supérieur à ce qui peut être fait ailleurs. Sinon, j'imagine difficilement que sur le long terme, un consommateur français qui a deux produits strictement identiques en qualité hein, d'un produit fabriqué en France ou d'un produit fabriqué ailleurs, je ne vois pas quelle raison pourquoi il achèterait le produit Made in France, même s'il a un devoir, si on a tous un devoir envers l'économie nationale. Mais il faut les deux. Il faut une prise de conscience du consommateur et une prise de conscience des entreprises qui veulent produire en France, doivent produire un produit de qualité supérieure. Dans cette période où il est facile de tout critiquer, en tant que chef d'entreprise, je remercie vraiment à la fois le gouvernement, les services généraux et la région dans les aides qu'ils attribuent aux entreprises. Dans notre cas, ça va nous permettre d'agrandir nos ateliers. On avait déjà réalisé les plans, on avait déjà lancé les devis. Également, de continuer. Nous avons 75 métiers à tricoter. C'est le plus gros parc à tricoter laine rectiligne en France. Et là, ça va nous permettre d'investir, de continuer nos investissements, puisque chaque année, nous renouvelons à raison de 4 métiers à tricoter par an que l'on achète pour continuer notre développement en France, à Saint-James. Voilà donc pour ce témoignage du patron des tricots Saint-James, Luc Le Sénécal, une très bonne entrée en matière, une expérience importante qui introduit justement parfaitement notre premier focus de l'après-midi dans cette journée de débat avec le Cercle des économistes. Innovation et excellence, valoriser les expertises territoriales pour construire la France de demain. Donc c'est le thème de ce focus que nous entamons maintenant. Bonjour à toutes et tous. Si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble pour une bonne heure 20, une heure et demie. Vous pourrez poser toutes vos questions, bien sûr, celles et ceux qui sont derrière les écrans. Il y a un amphi virtuel. Il y a également la possibilité pour chacun d'entre vous de poser des questions via Slido. Je ne rentre pas dans les détails. Vous avez tout indiqué sur le site du Cercle des économistes. Alors, petit rappel pour camper le décor de notre discussion et surtout pour savoir où nous allons. Selon l'INSEE, le poids de l'industrie a reculé partout en Europe entre le milieu des années 90 et 2015, sauf en Allemagne. Alors cela s'est traduit, on est passé de 17 à 9% de l'industrie au Royaume-Uni, de 21 à 16% en Italie, de 17 à 14% en Espagne et de 16 à 11% en France. Donc on voit clairement ce mouvement de désindustrialisation flagrant. Nous allons voir comment on peut valoriser justement les initiatives locales en Europe en général et en France en particulier, bien sûr, et cela pour construire un plan de relocalisation et de réindustrialisation finalement à l'échelle nationale. Je vous présente rapidement les intervenants. Madame Nathalie Durand-Primborgne est avec nous. Madame Durand-Primborgne est secrétaire de la section Force ouvrière des chantiers de l'Atlantique, un sujet qui fait de l'actualité. Nous allons voir cela avec Madame Durand-Primborgne dans un instant. Également avec nous Nicolas Dufourc, directeur général de BPI France, l'ex-banque publique d'investissement. Éric Philippe, président du pôle de compétitivité agroalimentaire Valorial. Et puis deux membres du Cercle des économistes, Christian de Boissieu, vice-président du Cercle, et André Cartapanis, membre qui chacun introduiront et conclurons ce focus. Donc n'hésitez pas à poser d'ores et déjà vos questions, les préparer, je les recevrai et je les prendrai si possible dans l'ordre d'apparition après cette table ronde. Bonjour Nicolas Dufourc. Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, je me tourne tout d'abord vers vous. Vous êtes un observateur privilégié, je dirais, de la conjoncture, de par les nombreuses activités et soutiens de BPI France sur l'ensemble du territoire. Vous allez nous expliquer en quoi, justement, la notion de proximité est capitale dans la marche des affaires. Proximité et peut-être aussi stabilité, hein, pour ne pas freiner la croissance. Nous vous écoutons. Vous avez une petite dizaine de minutes. Ah, d'accord. Écoutez, beaucoup de choses à dire en 10 minutes. La première chose, c'est pour resituer le problème auquel on est confronté dans la durée. On a fait l'euro sans en tirer aucune des conséquences. On a oublié, une fois qu'on a fait l'euro, qu'on avait dévalué 16 fois avant et qu'on avait un modèle qui était drogué à la dévaluation. Et on n'a pas considéré que dès lors qu'on avait la même monnaie que nos voisins allemands et italiens du Nord, néerlandais, il fallait que nos industriels aient exactement les mêmes conditions de compétitivité. On a en réalité fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on leur a infligé l'ISF déplafonné, on leur a infligé les 35 heures, on est parti dans tout un mouvement sur 80% de classe d'âge au bac et une certaine négativité portée sur la question de l'apprentissage et de l'enseignement professionnel, que l'éducation nationale n'a plus réellement soutenu, etc., etc. En réalité, on a fait tout à l'envers. On a mis un gros 10 ans pour s'en apercevoir. Un gros 10 ans. On a commencé à paniquer complètement sur la désindustrialisation à partir de, grosso modo, 2009-2010. De sorte que, d'ailleurs, pour les élections présidentielles de 2012, tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait une grande banque publique de l'industrie. Sarkozy l'avait mis dans son plan et François Hollande en avait fait sa première proposition. Et c'est de là qu'est née la BPI finalement. La BPI est l'enfant de la désindustrialisation. Il faut bien regarder les choses en face. Et donc, ce qui a été détruit en une quinzaine d'années, il faudra au minimum une quinzaine d'années pour le refaire. Ça va prendre beaucoup de temps et ça suppose, comme vous le disiez vous-même dans votre introduction, une extraordinaire stabilité des conditions de jeu offertes aux entrepreneurs de l'industrie. Stabilité fiscale, stabilité dans la nature des soutiens, stabilité dans la politique normative, stabilité dans la politique sociale appliquée à l'industrie française, stabilité naturellement dans la nature des grands traités de libre-échange internationaux qui ont des conséquences immédiates naturellement sur les PME des territoires. Donc ça, je fais ce commentaire, ça peut paraître un commentaire de Café du Commerce, mais il est quand même fondamental. C'est-à-dire que tout ce qu'on a démarré depuis quelques années et qui commence à porter ses fruits n'a de chance de livrer le résultat que nous espérons depuis maintenant longtemps que si, dans les 10 ans qui viennent minimum, si c'est pas 15, on continue de manière acharnée, implacable, non négociable, année après année, dans la même direction. Dans la même direction. Donc une direction qui est indiquée par tout ce qui est réalisé en ce moment, c'est-à-dire de la digitalisation, de plus en plus de la décarbonation de l'industrie française, le retour à des circuits courts, la baisse du coût du travail, bien entendu, le financement de la recherche et de l'innovation, le retissage méthodique d'écosystèmes d'entraide entre patrons de PME dans les territoires, puisque la désindustrialisation a détruit des réseaux de solidarité qui étaient fondamentaux. La recréation aussi d'une certaine appétence des Français pour l'industrie, y compris la capacité qu'ont nos jeunes diplômés d'aller travailler dans des PME industrielles plutôt que d'aller travailler dans des cabinets de conseil des grands groupes ou immédiatement à l'étranger. Et voilà, c'est tout ceci qu'on essaie d'incarner sous un emblème global qui est celui du coq bleu de la French Fab, que nous avons lancé depuis de nombreuses années avec les fédérations professionnelles, et qui redonne de la fierté aux entrepreneurs, qui recrée du tissu, qui recrée de l'écosystème, avec les effets positifs qu'on avait identifiés dans le mouvement de la French Tech et qu'on commence à retrouver maintenant réellement dans le mouvement de la French Fab. Donc la réindustrialisation et la relocalisation, nous, BPI France, on la finance beaucoup, on l'observe beaucoup. Je vais vous donner quelques exemples. Dans les 3 derniers mois, on a pris évidemment énormément de décisions, mais en particulier, on a mis pas mal de capital pour la nouvelle usine 4.0 de Lacroix Industrie, qui est une usine d'assemblage de semi-conducteurs. On a
dans le cadre des appels à projets du plan de relance, où on a financé les implantations du groupe Le Safre pour sa production de vanilline et de... C'est un composant technique qui s'appelle la chondroïtite en France. Ils auraient pu le faire tout à fait ailleurs. Hein. Et puis, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire passer les quelques transparents que j'ai fait circuler, mais on a de plus en plus d'exemples dans notre portefeuille client de PME industrielles de réindustrialisation réussie, hein, qu'on a pu catégoriser dans, au fond, 4 catégories. Il y a des réindustrialisations d'arbitrage, c'est-à-dire que plutôt que d'aller travailler avec une PME non française, une PME industrielle française redécouvre la possibilité d'un partenariat avec une camarade d'un autre territoire de l'Hexagone. Et c'est BPI France qui beaucoup fait le matching entre les deux, de manière à ce que l'offre commune devienne hyper compétitive et l'emporte. C'est le cas de Saint-Jean Industrie et de Série Solutions qui ont pu vendre une énorme machine aux États-Unis que aucune des deux individuellement n'aurait été capable de placer. Hein. On a le même exemple avec cette forge Estret dans le domaine de la fonderie et de l'usinage. Si le fondeur était allé tout seul voir les clients allemands, il aurait échoué. Si l'usineur avait été voir tout seul le client allemand, il aurait échoué. Ils se sont mis ensemble, ils ont gagné, et on crée des emplois, et on investit, on achète des machines, on réindustrialise. Il y a également, on va le voir de plus en plus, des réindustrialisations de rapatriement. Hein. Donc ça, c'est très intéressant de voir que le coût du travail français est tout de même redevenu compétitif très significativement par rapport à l'Allemagne, par rapport à la Suisse, par rapport à la Hollande, bref, par rapport à toute l'Europe du Nord, on va dire. Hein. Et donc, on commence à avoir des réindustrialisations de rapatriement frontalières. On a plusieurs exemples, notamment à la frontière suisse, hein, d'entreprises qui étaient parties, notamment pour des savoir-faire, et qui sont revenues, et qui créent des unités avec 25-30 emplois, et tout de même beaucoup de machinisation. Et puis il y a enfin de la réindustrialisation de souveraineté, on va dire. Ça, c'est de la relocalisation pour de la sécurisation d'approvisionnement, notamment suite à la crise du Covid, mais pas seulement, avec une réelle prise de conscience de la nécessité d'avoir une offre hexagonale, hein, qui permet aux uns et aux autres de faire un certain nombre de compromis sur les prix ou sur les coûts, et qui se traduit, on va le dire très clairement avec le plan de relance, par quantité de projets. Hein. Vous savez qu'on a fait des appels à projets pour l'automobile, pour l'aéronautique, et puis il y en a un qui s'intitule Résilience Relocalisation, qui connaît un très grand succès, et qui permet à l'État, à la BPI, d'allouer des volumes de subventions tout de même très significatifs à des dizaines et des dizaines d'entreprises qui, avec cet argent, robotisent massivement et par conséquent relocalisent. Donc au total, la réindustrialisation, elle est absolument possible. La relocalisation, elle est également possible. Elle ne couvrira pas tout le champ, évidemment, hein, mais elle est tout à fait possible. Les ingrédients sont la volonté, c'est-à-dire qu'il faut que l'entrepreneur prenne vraiment une décision de s'y mettre, hein, par rapport à ce qu'a pu être une facilité, qui est d'aller sous-traiter à, par exemple, essentiellement des sous-traitants chinois ou d'Europe de l'Est. Mais à partir du moment où on décide de s'y mettre, et qu'on travaille collectif avec les autres sous-traitants de la plaque dans le territoire, on s'aperçoit, mais c'est du boulot, que c'est possible. Hein. Et ensuite, de la détermination dans la durée. Voilà, ça va prendre du temps, tout ça. Ça va prendre du temps, mais c'est possible. On peut revenir à une industrie française qui représenterait 15% du PIB. Ça prendra du temps, mais c'est possible. Alors, en termes d'emploi, j'en termine là-dessus, il ne faut pas imaginer que ça va créer quantité d'emplois. La réindustrialisation, elle ne marchera précisément que parce qu'elle sera compétitive, donc elle sera très machinique, très machinisée, très robotisée, considérablement. Hein. Et voilà, donc autant le savoir et ne pas faire de promesses politiques déplacées sur le sujet. Cela dit, une usine, même avec peu d'emplois et beaucoup de robots dans un territoire, ça anime le territoire. Hein. Il faudra énormément d'innovation. Donc, il faut absolument qu'on réussisse un chantier difficile qui est la connexion entre la French Tech et la French Fab. C'est-à-dire que, et en particulier toute la Deep Tech française, tous les procédés, les savoir-faire qui sortent des labos de la recherche française. Et c'est le plan Deep Tech de BPI France. Hein. On veut créer 500 startups Deep Tech par an. Et les startups Deep Tech, elles sont du monde d'Elon Musk. C'est-à-dire qu'elles vont vers la construction d'usines. Et donc, elles sont le futur de l'industrie française. Si on fait tout ce que je dis là,
on peut y arriver. Parfait. Bah, écoutez, maintenant, il faut mettre en œuvre, même si le travail est déjà en partie accompli par vos services, BPI France, Nicolas Dufourcq. Merci. Vous restez avec nous, bien sûr, puisque nous débattrons ensemble tout à l'heure avec les autres intervenants. Et il y a déjà des questions qui vous concernent, qui nous arrivent de la part des internautes qui sont derrière leurs écrans. Merci, Nicolas Dufourcq. André Cartapanis. Les questions technologiques, on vient de le voir avec le patron de l'ex-banque publique d'investissement, les questions technologiques sont capitales dans la politique, on va dire même les politiques de localisation des entreprises. Il y a un lien direct en fait entre la révolution digitale que nous connaissons et les stratégies d'implantation des entreprises. Vous allez nous expliquer cela. Vous avez 6 minutes. Nous vous écoutons. Bien, merci Emmanuel et bonjour à tous. Bon, je crois que la question qui nous est posée dans cette session est de se demander, dès lors qu'un processus, soit de relocalisation, soit de réindustrialisation ou d'industrialisation tout court, se dégagerait à l'échelle française, quels sont les éléments qui vont expliquer la localisation à l'échelle des territoires de ces activités industrielles. Et il est important de se poser du coup la question de savoir ce que sont les dynamiques d'organisation de la production qui, pour certaines, se sont déjà dessinées, pour d'autres, sont peut-être en train de s'accentuer, pour du coup se demander quels sont les types de ressources, de compétences qui vont permettre d'assurer cette attractivité-là plutôt qu'ailleurs. Et dans ce cadre, je crois qu'il est utile, même si c'est un raisonnement sans doute un peu schématique, de distinguer en quelque sorte deux modèles, ou plutôt deux paradigmes sur le plan de l'industrie, qui aujourd'hui coexistent, mais qui, me semble-t-il, doivent être distingués pour bien comprendre ce que sont les enjeux du futur. Et en particulier parce que les ressources à mobiliser ne sont pas les mêmes dans le cadre des deux paradigmes. Alors, il y a un ancien paradigme présent, le paradigme industriel que nous connaissons, qu'on peut résumer avec quelques mots-clés. Les productions sont principalement matérielles, de la transformation, de l'assemblage. La question de la minimisation des coûts est absolument fondamentale. On recherche des économies d'échelle, des économies d'agglomération. Et donc, il y a une polarisation, une concentration des activités sous la forme de filières ou sous la forme de pôles industriels ou de grappes d'activités autour de secteurs, l'automobile, l'aéronautique, les télécoms, la construction navale. Les unités de production, par conséquent, sont à vaste échelle. On concentre le salariat, même s'il y a évidemment de l'externalisation également. Les chaînes de production dans ce modèle sont mondiales. Et donc, il y a du coup des délocalisations, de l'externalisation également à l'étranger. Et un dernier point à noter, c'est que la source clé de valeur ajoutée est située dans la production, dans la transformation. Ça, c'est le paradigme actuel, mais il est en quelque sorte concurrencé par un nouveau paradigme industriel qui est en train de se dessiner et qu'on peut là encore, de façon schématique, caractériser avec quelques mots-clés. D'abord, c'est le poids croissant de l'immatériel, des connaissances et de l'innovation. Les concepts clés, c'est les concepts de flexibilité, de polyvalence, de résilience. Le travail à distance s'étend, pas uniquement au niveau des salariés, et peut-être parce qu'au niveau des filiales ou bien des sous-traitants, il y a une organisation en étoile ou en hub qui se met en place. Et évidemment, la digitalisation, la robotisation deviennent sont des processus absolument fondamentaux. On peut même aller jusqu'à la production additive décentralisée, de type impression 3D. Et donc, les éléments clés qui caractérisent ce nouveau paradigme, c'est l'intelligence artificielle, c'est les data, c'est les simulations numériques. Et ça, on va le voir dans divers types d'activités, en matière chimique, en matière pharmaceutique, dans le domaine des énergies vertes, par exemple. Les éléments clés, ce sont les innovations de procédés. Ce sont peut-être aussi des innovations disruptives qui renouvellent complètement les processus de production.
les chaînes de production ont peut-être vocation alors à être plus régionales que mondiales, régionales pour nous à l'échelle européenne, compte tenu des enjeux de résilience, compte tenu de la rapidité avec laquelle il peut y avoir un besoin de réaction. J'ajoute un dernier point à ce sujet, c'est que les sources clés de valeur ajoutée sont beaucoup plus en amont, dans la conception, dans l'innovation, plutôt que dans la fabrication et dans la transformation. Alors, le point important, au-delà de ce petit détour, hein, c'est que les ressources qui vont expliquer les localisations selon les modèles, à l'intérieur des territoires et parmi les territoires, et qui peuvent en expliquer le succès, ne sont pas les mêmes. Dans l'ancien paradigme, les compétences sont spécialisées. Cela s'opère au sein de milieux industriels denses, avec des spécialisations régionales qui sont héritées du passé. La R&D est spécialisée, les innovations sont protégées et les infrastructures nécessaires sont des infrastructures très largement de mobilité physique, des infrastructures de logistique, par exemple. Dans le nouveau paradigme, les ressources, les expertises auxquelles il faut faire appel s'apparentent plutôt à des compétences transversales, génériques, beaucoup plus de polyvalence. Le milieu industriel devient moins aggloméré sur un secteur et devient beaucoup plus diversifié, flexible, ouvert aux innovations dans divers types de secteurs. La R&D devient générique, la recherche fondamentale est extrêmement importante à proximité. Et donc, ce qui est important, c'est de pouvoir externaliser les innovations, mais pas nécessairement dans le cadre du même secteur d'activité. Et s'agissant des infrastructures nécessaires, ce sont des infrastructures de communication, des infrastructures de mise en réseau qui deviennent essentielles. Alors, pour en terminer, hein, il est clair que cela conduit à une sorte de basculement du point de vue de ce que sont les ressources à construire ou à mobiliser. Non pas des pôles de compétences ou des pôles de compétitivité par filière, mais plutôt des pôles de compétences génériques. Non pas un appui à une recherche-développement spécifique ou à des cursus, par exemple dans les écoles d'ingénieurs, très spécialisés, mais au contraire de l'imbrication, au contraire du générique et des formations peut-être beaucoup plus pluridisciplinaires et un rôle clé aux investissements d'interconnectivité plutôt qu'à des investissements lourds de type logistique ou de type infrastructure de transport. Donc, d'une certaine manière, c'est une bonne nouvelle, parce que ça signifie que l'héritage du passé devient moins prégnant dans la construction des nouveaux avantages comparatifs des territoires, mais beaucoup plus dans le cadre d'une dominance de ce nouveau type de paradigme industriel qui ne se substitue pas, mais qui vient compléter, selon les territoires et selon les secteurs, la rénovation industrielle. Voilà, merci, j'ai terminé. Merci infiniment et c'est parfait. Merci pour le respect des timings. Comme ça, tout le monde pourra s'exprimer de la même manière, ce qui n'exclut pas évidemment que nous puissions approfondir certains points de chacun d'entre vous, notamment André Cartapanis, lors de la partie débat entre vous dans quelques minutes. Nathalie Durand-Primborgne, secrétaire de la section Force ouvrière des chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Les chantiers de l'Atlantique ont fait récemment l'actualité avec, je crois la semaine dernière, avec l'abandon du rachat par Fincantieri. Le dossier est loin d'être refermé, bien sûr. En tout cas, cette actualité illustre très bien la problématique qui est la nôtre cet après-midi. Comment Force ouvrière, justement, approche cette problématique de la désindustrialisation, réindustrialisation en France? Donc, pareillement, vous avez 6 minutes, madame. Bonjour. Écoutez, tout d'abord, nous, Force ouvrière, on se félicite effectivement de l'abandon de cette vente à Fincantieri. Ça faisait depuis le début, c'était en 2017, on s'était expliqué sur le sujet, on avait expliqué nos craintes, justement, de perte de gouvernance sur le site, lié aussi à un contrat que les Italiens ont signé avec le chantier chinois, un chantier chinois pour la construction de paquebots. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les leaders mondiaux sur la construction de navires, de paquebots, sont les Italiens, les Allemands et les Français.
Aujourd'hui, les Asiatiques, quels qu'ils soient, ne sont pas du tout sur ce type de construction. On l'a vu par le passé d'ailleurs, les Japonais Mitsubishi ont tenté la construction de paquebots, ont très très mal livré leurs bateaux, ont payé des indemnités, des pénalités de retard considérables. Donc on voit bien effectivement que aujourd'hui en Europe, on est leader sur ce type de construction et on s'en félicite très clairement. Alors les chantiers de l'Atlantique, on voit bien, c'est un marché qui est très fluctuant. On a été dans le début des années 2000, nous étions 4500 salariés sur le site. Nous sommes descendus début des années 2010 plus qu'à 2000 salariés. Aujourd'hui, nous sommes 3300 avec un carnet de commandes qui, malgré la crise Covid, n'a pas bougé et n'a pas changé, qui est assuré jusqu'en début 2025 à peu près, qui pourrait, si les options sont confirmées, même être jusqu'à 10 ans. Donc, c'est vrai que nous avons une visibilité qui nous convient parfaitement. Aujourd'hui, Force ouvrière se félicite aussi d'ailleurs de la fin du dumping social, puisque nous avions, nous, sur le site, énormément d'entreprises sous-traitantes, délocalisées, de pays à bas coût aussi. Donc, on se félicite puisqu'on se dit qu'on a aussi un savoir-faire dans la sous-traitance locale, départementale, régionale et nationale, et qui pourra, enfin, on l'espère, reprendre effectivement une place importante aussi dans la construction de ces navires. Donc, c'est quelque chose qui, pour nous, nous tient effectivement à cœur. On sait que sur Saint-Nazaire, vous avez deux grosses entreprises que sont Airbus et les Chantiers de l'Atlantique. On voit bien que quand l'une d'entre elles se porte mal, le bassin nazérien dans sa généralité, hein. Ça n'est pas uniquement d'ailleurs les entreprises en question qui sont concernées, parce que bien évidemment, ça a un impact sur toute l'économie, puisque quasiment tout le monde travaille ou connaît quelqu'un qui travaille soit chez Airbus, soit chez Saint-Nazaire. Donc, c'est effectivement un tissu très important sur Saint-Nazaire. Alors, pour ce qui est quand même de l'industrialisation, en France, moi, je fais juste une petite aparté. Je me souviens avoir rencontré, quand Monsieur Montebourg était ministre du redressement productif, donc c'était quand même 2012-2014, on l'avait déjà rencontré, puisqu'à l'époque, il y avait déjà ce problème de délocalisation, de sous-traitance, voilà, et il nous avait cité un certain nombre d'entreprises françaises qui avaient été rachetées par d'autres entreprises, et au bout d'une liste qui était assez longue, j'ai quand même fait remarquer à Monsieur Montebourg qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait, c'est que toutes ces entreprises françaises, déjà à l'époque, étaient rachetées par des entreprises étrangères. Comme ça a été encore le cas, on a d'autres cas autour de nous, comme dernièrement Alstom Energy avec General Electric. Enfin bon, il y a tout un tas de choses, alors qu'on a effectivement un savoir-faire et des compétences, et on n'a pas su protéger ça. Donc, à l'époque, je l'avais donc interpellé quand il était ministre, et je lui avais dit, on peut se poser deux questions. Est-ce que ces entreprises-là ne sont pas rachetées par des Français parce que les industriels français ne croient plus, on leur donne pas la possibilité de continuer à croire en l'industrie française, ou est-ce que les banques ne jouent pas le jeu aussi? On peut se poser la question. Très clairement, par exemple, si on prend l'exemple justement des Chantiers de l'Atlantique, on voit bien que, en ce qui nous concerne, d'avoir l'État comme actionnaire majoritaire, c'est d'avoir ce rapport de force avec les banques qui, pour un chantier comme le nôtre, avec le prix des bateaux qui sont quand même considérables puisque ça dépasse les 1 milliard d'euros, hein, et qu'on doit financer ces bateaux avant d'être payés par l'armateur quand ils en prennent livraison. Concrètement, on le voit bien effectivement que d'avoir l'État comme actionnaire majoritaire, ça nous permet d'avoir ce rapport de force avec les banques qui, pour une entreprise comme la nôtre, est totalement indispensable. Donc aujourd'hui, l'actionnariat tel qu'il est pour notre entreprise nous convient parfaitement. On a vu des gens qui ont commencé à s'exprimer dès que l'annonce de l'annulation de la vente à Fincantieri a été annoncée. Nous, on aurait tendance à dire, pour l'instant, laissons les choses telles qu'elles sont. On se satisfait de la situation. Il faut un peu calmer le jeu. Il n'y a plus urgence aujourd'hui. Il n'y en avait pas non plus d'ailleurs avant. Donc, on aurait tendance à dire aujourd'hui, la situation est tout à fait comme elle convient. Maintenant, effectivement, on sera, pour Force ouvrière, extrêmement attentif à ce qui pourrait se passer dans les mois ou des années à venir, comme on sera attentif effectivement sur la sous-traitance.
parce que c'est un sujet qui nous tient énormément à cœur, que nous avons déjà abordé avec la direction à plusieurs reprises, avec les élus aussi, locaux et régionaux. Il y a un bassin d'emploi sur Saint-Nazaire, un savoir-faire et des compétences dans un secteur dans lequel aujourd'hui il y a encore du travail et il pourrait y en avoir dans le cadre de la diversification avec les champs d'éoliennes, avec l'offshore, avec effectivement tout ça. Donc il y a ce bassin d'emploi qu'il va falloir protéger parce qu'aujourd'hui, en ce qui nous concerne, on ne sait pas dans quel état, effectivement, dans quelle situation se retrouvent nos sous-traitants ou les entreprises locales ou régionales. Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, nous tient à cœur. Donc voilà, à peu près, je pense que j'ai fait rapidement, j'ai dû faire un peu moins de 6 minutes, mais voilà à peu près ce qu'on en avait à dire. À quelques secondes près, c'est parfait d'ailleurs, et on a bien compris le sens de votre propos, madame. Merci pour cette concision. Merci à vous aussi. Vous restez avec nous, bien sûr, puisque vous allez pouvoir compléter peut-être les propos, certains points que vous auriez voulu même peut-être aborder dans ce propos liminaire. Éric Philippe, vous présidez le pôle de compétitivité agroalimentaire Valorial. Alors, c'est rapidement résumé le premier réseau d'accompagnement dédié à l'innovation agroalimentaire en mode collaboratif. Vous fédérez plus de 320 membres, je pense, et vous êtes implanté à Rennes. Alors, question. Pardon ? Les 380, exactement. 380, le chiffre est important. Alors, question, Éric Philippe, à vos yeux, à quoi tient exactement la dynamique des territoires dans l'ouest de la France ? 6 minutes. Voilà. Si vous voulez, Valorial est un pôle de compétitivité et c'est un des nombreux réseaux qu'on a en Bretagne et dans les pays dans la Normandie et puis dans les pays de Loire, parce qu'on représente les trois. Ce sont des réseaux d'entreprises, de centres de recherche, d'écoles et donc c'est ces réseaux-là qui ont fait toute la dynamique, puisqu'aujourd'hui on est quand même 380 entreprises. Ça a été créé en 2005 et sur la durée, il y a eu 470 projets collaboratifs qui ont été faits et 1 milliard d'investissements qui ont été portés avec des labellisations. Et donc, on sait que l'innovation, elle est souvent à la croisée des chemins entre les expertises métiers et les entreprises grandes et petites. C'est en confrontant tout ça dans ces réseaux qu'on peut faire de l'innovation. Et donc, c'est pour ça que ce pôle est bien reconnu par ses membres et puis a des belles perspectives. Alors, l'agroalimentaire, quand on parle de la thématique des expertises territoriales, l'agroalimentaire, c'est clé dans ces trois régions. Alors, juste quelques chiffres, je ne vais pas vous assommer avec ça, mais sur ces trois régions, l'agroalimentaire, c'est à peu près 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans l'agroalimentaire. C'est autour de 7 milliards d'exports, 130 000 emplois. Et si nos trois régions étaient un pays, ça serait le 9e pays en termes d'agroalimentaire en Europe. Donc, on peut dire que ce défi qui était de produire pour nourrir, pour faire le volume avec une certaine sécurité vis-à-vis de l'alimentation, a été largement atteint sur ces 30-40 dernières années. Grâce à ces réseaux, on connaît beaucoup d'entreprises qui sont avec des gens connus sur l'entreprise, sur les régions qui ont fait ces entreprises-là ou des grosses coopératives. Donc, ça a été vraiment ça a été tout à fait mis en place, quoi. Donc c'est un réseau multiple, mais qui aujourd'hui est arrivé avec un défi important, notamment sur, on a dit le dumping, la remise en cause de notre agroalimentaire par les consommateurs, l'impact. On a vu que sur certains sujets, au niveau de l'empreinte carbone, au niveau du bien-être des animaux, au niveau de la pollution, on a fait un développement qui a eu des impacts quand même qui sont importantes. Et puis on a aussi tout un dumping aujourd'hui, notamment sur de la main-d'œuvre. On l'a eu beaucoup avec l'Allemagne en agroalimentaire, on l'a avec la Pologne aujourd'hui. On a donc un défi qui nous arrive et je dirais le ratio produit-prix, le travail sur la prédominance d'un low cost n'est pas du tout la vocation de nos territoires. Et donc on a un grand défi qui est en train de se relever actuellement, c'est de faire de cette grande région ouest une région de l'excellence dans l'alimentaire. Une excellence dans l'agroalimentaire, c'est bien sûr c'est le produire mieux, le plus possible décarboné, avec la biodiversité, avec un aspect durable, l'économie circulaire. Alors ça a un certain coût, mais c'est un coût qui peut être maîtrisé de façon à ce que ça soit
aussi un enjeu pour faire de la nutrition, de l'alimentation accessible malgré tout au plus grand nombre. La France n'est pas un pays de low cost, ça se serait, et donc aujourd'hui, on est plutôt dans un rapport qualité ou service-prix. Et c'est ça l'enjeu qu'on est en train de mener au niveau de l'agroalimentaire. C'est un enjeu qui est capital aussi si on veut garder, ne serait que garder nos consommateurs qui sont avertis et qui aujourd'hui ont une exigence vis-à-vis de nous. C'est un enjeu qui est vis-à-vis de nos salariés. Aujourd'hui, beaucoup de salariés veulent être dans des entreprises qui ont du sens, qui vont dans une logique de développement qui correspond à leurs valeurs. Et donc, notre agroalimentaire doit aussi fidéliser et accompagner cette attente de ses propres salariés. C'est nécessaire pour notre export aussi. Et c'est pas parce qu'on produira un peu plus cher, mais avec un meilleur rapport qualité-prix ou un meilleur service, on peut exporter. Moi, j'ai l'exemple aussi, on voit de l'Italie qui s'était lancée très tôt dans le bio et qui en fait un de ses premiers postes d'exportation en termes de valeur. Et donc, on ne doit pas toujours être le moins cher pour pouvoir exporter. On doit pouvoir avoir une valeur qui apporte quelque chose à nos clients. Et là, en allant sur l'excellence alimentaire, on a beaucoup de consommateurs dans d'autres pays qui cherchent pas seulement du prix, mais qui cherchent aussi à avoir un aliment qui a un service, qui a un sens et qui a aussi une logique durable. Alors, cet enjeu qu'on est en train de mettre en place avec ce réseau, il a quelques points déterminants pour réussir. La volonté des acteurs. Là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un tissu d'entrepreneurs qui sont extrêmement volontaires. Donc, on a vraiment une volonté que ce soit même des régions, des entrepreneurs d'avancer. Il faut qu'on sache stimuler l'innovation. Et donc, des pôles de compétitivité comme Valorial sont là pour ça. Il faut qu'on soit proactif, c'est-à-dire qu'on va chercher les entreprises, on les met en réseau pour que derrière des entreprises qui n'avaient pas imaginé aller dans un sens de nouveaux produits puissent trouver cette opportunité et soient un peu sollicités pour aller à ce niveau-là. On a aussi de la formation. Il faut savoir que souvent, on a évoqué dans la formation le fait que dans l'agroalimentaire, on avait des emplois sous-qualifiés, ce qui est tout à fait faux. Dans l'agroalimentaire, il faut énormément de technologie, de la tech, de la data, des robots. Et donc aujourd'hui, dans cette partie de la formation, on a aussi la capacité de générer énormément d'emplois autour de l'agroalimentaire avec des emplois qualifiés. Donc, et je dirais aussi, il y a un sujet qui pour nous est clé, c'est de faire confiance aux consommateurs. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a des consommateurs qui veulent savoir ce qu'ils consomment. Il y a des outils de traçabilité, etc. Et nous, c'est très important qu'il y ait, au niveau de la réglementation de la législation, qu'il y ait une transparence sur les produits, d'où ils viennent, comment ils sont produits, parce que c'est dans ces conditions-là qu'on peut valoriser un plus qualité, un plus innovation. Donc, on a la transparence que nous donnent aujourd'hui les réseaux sur les produits alimentaires, leur origine et leur composition, c'est quelque chose qui est capital. Donc, merci beaucoup. Voilà, on a un défi qui est à ce niveau-là très important. Je rajouterais juste une chose sur la souveraineté. Sur la souveraineté. Très rapidement, s'il vous plaît. Très rapidement. Alors, la souveraineté, c'est aussi de garder des centres de décision dans nos régions. Ne pas avoir des centres de décision qui quittent nos régions. Parce que la première souveraineté, c'est de pouvoir décider si on a besoin d'acheter à l'extérieur, parce qu'il faut rester ouvert sur l'extérieur, mais où est-ce qu'on fait la valeur ajoutée, comment on la répartit. Et le côté souveraineté du centre de décision de nos entreprises est déterminant pour pouvoir avoir des entreprises qui s'engagent et qui localisent des innovations dans nos territoires. Merci Éric Philippe pour ce témoignage. Donc, je rappelle que vous présidez le pôle de compétitivité agroalimentaire Valorial basé à Rennes. Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des économistes. Alors, vous venez d'entendre les différents intervenants. On voit bien l'importance de la notion de territorialité dans cette problématique et dans ces stratégies de réindustrialisation. Les territoires, finalement, c'est capital. 6 minutes, Christian. Bonjour à tous. Bien sûr, les territoires, c'est capital, mais moi, il me semble que la problématique doit être posée à ce que j'appelle les 3 étages de la fusée. On n'a pas beaucoup parlé d'Europe jusqu'à présent, mais je pense qu'il y a une dimension européenne derrière les sujets que nous traitons. L'Europe, j'allais dire la France, le niveau national et le territoire. Et au fond, une partie du débat, c'est quelle est la bonne échelle. Dans certains cas, c'est le territoire, dans d'autres, c'est le pays, dans d'autres, c'est l'Europe. Par exemple, sur les GAFA,
on va pas construire des GAFA françaises ou des GAFA allemandes ou des GAFA italiennes. Thierry Breton a raison de dire la bonne échelle, c'est l'Europe, sur beaucoup de sujets numériques et en particulier sur les GAFA. Donc, il y a ces 3 étages de la fusée. Et par rapport à ce qui a été dit par nos amis, moi j'insiste sur un point, c'est que pour moi le débat va bien au-delà des 11 ou 15%. Des 11% du PIB, de l'industrie dans le PIB et 13 ou 14% de l'emploi. On vient de le voir avec Monsieur Philippe, l'agroalimentaire, c'est vraiment l'articulation de l'industrie et du secteur agricole. Il y a 50% des services qui sont liés directement ou indirectement à l'industrie. Donc la problématique d'industrialisation, de réindustrialisation, de localisation, de relocalisation, pour moi, ça va bien au-delà des 11-12% du PIB et de l'emploi. Ça concerne pratiquement tous les secteurs. C'est une approche transversale qu'il faut avoir. Et je répète, en débattant du bon niveau d'échelle. Alors, je vais faire des propositions, et puis elles seront taillées en pièces par nos amis et peut-être par d'autres, mais pour essayer d'être précis. Propositions au niveau européen, au niveau national, on pensera à la France, au niveau territorial. En sachant que l'écologie, dont on a un peu parlé tout à l'heure, on la retrouve aux 3 étages. Regardez le plan de relance européen, il comporte une dimension écologique importante. Regardez le plan de relance français de 100 milliards d'euros, un tiers est focalisé ou destiné à l'écologie. Et le territoire joue un rôle très important par rapport à la lutte contre le changement climatique. Alors mes propositions sont les suivantes. Au niveau européen, j'ai 3 propositions à mettre sur la table. D'abord, je pense que nous avons besoin d'une nouvelle politique européenne de la concurrence qui permette de constituer des grandes unités à l'échelle européenne compétitives avec le reste du monde. Je pense qu'il y en a assez de cette naïveté européenne qui a caractérisé la politique européenne de concurrence depuis 20 ans. Donc, moi, je suis pour protéger les consommateurs. Je reviens sur ce qu'a dit Monsieur Philippe, mais c'est pas du tout incompatible, au contraire, avec la recherche des effets d'échelle et la constitution de grandes entités. Deuxièmement, nous avons besoin d'un Buy European Act qui soit l'équivalent en Europe de ce que font les Américains depuis 80 ans. Dans ce Buy European Act, qui est en débat à Bruxelles depuis 15 ans et qui n'a pas été acté encore, il y aurait une partie des marchés publics dans tous les secteurs, y compris la défense, qui serait réservée au tissu des PME. Ce sont les PME dans un pays comme la France, mais c'est vrai en Italie, c'est vrai ailleurs, ce sont les PME qui jouent un rôle très important dans l'activité et dans la création d'emplois, donc dans la lutte contre le chômage. Et troisième proposition au niveau européen, j'en ai parlé, la constitution de GAFA, qui fasse pièce aux géants américains, chinois, etc., à l'échelle européenne. Au niveau, maintenant, deuxième étage de la fusée, la France, bon, vous l'avez dit les uns les autres, on a des bonnes idées en France et puis on les perd en cours de route. Soit parce que nos bons esprits s'en vont à l'étranger, soit parce que nos bonnes start-up sont rachetées par l'étranger. Il y a l'exemple de Yopskezi, une boîte dans la thérapie génique qui a été mise en place à la suite de Téléthon, qui a été vendue aux Coréens. Et il y a 36 boîtes comme ça, et le débat actuel sur les vaccins relève de ce que je dis, c'est-à-dire que on a les bonnes idées, on les laisse filer. J'étais membre il y a 11 ans de la commission Juppé-Rocard, on a fait exactement le même diagnostic qu'aujourd'hui en 2021. On a de la recherche fondamentale, on a un problème de passage à la recherche appliquée, ensuite ça part. Et donc la France doit mettre le paquet sur mieux valoriser l'innovation et la recherche-développement, mettre plus de financement public et surtout mieux valoriser les chercheurs. Les chercheurs sont mal valorisés par et dans la société française. Donc innovation et talent, ça me paraît en quelque sorte les 2 piliers d'une politique nationale. Au niveau territorial, pour terminer, je voudrais revenir sur 2 points qui me paraissent importants. Monsieur Philippe a présenté un pôle de compétitivité qui marche bien, mais je suis pas sûr qu'ils marchent tous bien. Nous avons, à ma connaissance, 71 pôles de compétitivité en France. Je pense qu'il serait temps de faire une évaluation calme. Ce qui marche pas, et mettre le paquet sur ce qui marche. Pas faire trop de saupoudrage, même si c'est important pour les territoires de pouvoir
faire ce lien entre, d'un côté, l'université et la recherche, et de l'autre côté, le monde des entreprises. Ces liens n'existaient pas vraiment avant les pôles de compétitivité. Donc, il faut valoriser les pôles de compétitivité, mais peut-être encore mieux. Et dernière proposition, deuxième au niveau territorial, un sujet dont on n'a pas du tout parlé, qui est le problème du financement. Ça intéresse le premier chef Nicolas Dufour, qui est BPI France. Il y a de l'épargne en France. Il y en a même encore plus avec la crise du Covid. Et il y a de l'épargne de proximité. Vous vous souvenez que la loi Dutreil, il y a une quinzaine d'années, avait créé les fonds d'investissement de proximité, les FIP. Bon, ça n'a pas très bien marché. Mais je pense qu'il faut relancer, dans ce contexte où il y a un surplomb d'épargne compte tenu de la crise, la manière d'attirer cette épargne vers ce qu'il faut financer, à la fois au plan national et disons, dans la proximité, dans le territoire. La BPI a lancé très récemment un fonds de financement pour le non-coté. C'est au niveau national, c'est très bien. Il y a de l'épargne en France. Essayons d'être intelligents pour mieux l'attirer sur ce qui permettra d'avoir plus de croissance et plus d'emplois. Merci Christian de Boissieu, et vous avez déjà peut-être anticipé un petit peu en faisant vos propositions sur une déclaration, la déclaration finale que le Cercle des économistes établira au terme de cette journée. Alors, je vous propose d'échanger quelques propos entre vous avant de passer aux questions de l'hémicycle virtuel et de l'amphi virtuel, pardon, et les questions du public qui nous regarde derrière les écrans. Christian Boissieu parlait de l'importance de la révolution numérique. Nicolas Dufour, est-ce que toutes les entreprises aujourd'hui sur le terrain peuvent se permettre ou ont les moyens d'investir dans cette révolution sans laquelle, s'ils ne se raccrochent pas au wagon, ils vont avoir un futur très compliqué. On l'a vu notamment avec le télétravail, tout ce que cela impose même en matière de cybersécurité. Est-ce que les entreprises que vous accompagnez, quel constat faites-vous avec elles de cette situation en termes de financement de la révolution numérique, la révolution digitale? Oui, alors le sujet, c'est pas tant est-ce que je vais obtenir mon crédit pour faire ci ou pour faire ça. Oui, bien sûr, mais c'est surtout comment je fais. C'est-à-dire que les entrepreneurs de PME hein, ou de grosses TPE ou même de TI d'ailleurs, hein, quand on leur dit si vous digitalisez pas, vous êtes en danger de mort. Si vous vous décarbonez pas, vous êtes en danger de mort. Et ils vous disent tous, mais je suis d'accord, mais donnez-moi le 06 de quelqu'un que j'appelle lundi matin pour me le faire. Et ça va pas être Accenture, je peux pas me payer Accenture, je peux pas me payer McKinsey, je peux pas me payer Capgemini, hein. Et donc il me faut des intégrateurs locaux à des tarifs abordables pour les PME. Il me faut des consultants locaux qui comprennent le monde de la PME et qui viennent m'aider. Et c'est ça que au fond tous ensemble on essaie de construire. Il y a eu une phase d'informatisation de la société française, on y est parvenu, donc on va y arriver, hein. Le sujet pour moi, c'est vraiment un sujet de capital humain. Ensuite, c'est pas très cher la digitalisation. Pour quelques dizaines de milliers d'euros, vous pouvez digitaliser votre chaîne de production. Vous mettez une tablette d'iPad, ça coûte pas très cher, hein. Et les softwares qu'on met à votre disposition, bon, évidemment, les machines à commande numérique sont plus chères, mais il y a quantité de choses que vous pouvez faire en utilisant vos vieilles machines, mais en pluguant dessus des objets connectés, des tablettes, et en branchant vos machines sur votre système d'information. Faut-il encore que quelqu'un le fasse? Et donc, le chaînon un peu manquant, mais ça s'améliore de mois en mois, c'est l'intégrateur dans le territoire qui comprend le monde de la PME et qui est capable de facturer un prix de journée à 500 € et pas à 2500 €. Donc ce n'est pas inabordable finalement, que ce soit la PME, la PMI ou le TI. Alors justement, dans l'agroalimentaire par exemple, comment ça se passe? Éric Philippe, vous avez un témoignage à nous apporter là-dessus sur cette révolution digitale. Comment on le vit dans l'agroalimentaire, sur les chaînes de production, l'adaptation de l'outil de travail finalement? Mais, la digitalisation est déjà bien avancée. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la qualification des emplois. L'agroalimentaire a déjà énormément innové dans ce sujet-là. Et d'ailleurs, au travers de ce réseau Valorial, il y a tout un mouvement pour référencer tous les fournisseurs de data, de robotisation, pour mettre en avant auprès des PME les technologies et faire un peu des chaînes virtuelles. On a d'ailleurs attiré en Bretagne le CEA là, qui vient prochainement sur Quimper, qui va nous aider aussi
à amener des nouvelles technologies numériques de robotisation dans les entreprises. Donc on est déjà en plein dedans et c'est ça qui pour moi est très positif, c'est que derrière, autour de l'agroalimentaire qui est un des métiers, on a une multitude d'entreprises qui arrivent avec des expertises sur tous ces sujets comme on vient de l'évoquer, où les entreprises ont besoin d'être accompagnées. Alors pour vous donner un exemple, sur Valorier, on a ce qu'on appelle un réseau d'experts et on a pris des partenaires qui sont des partenaires de l'informatique, qui sont des partenaires de la robotique, etc. Et là, actuellement, on est en train de leur demander de nous faire des offres un peu spécifiques et dédiées à ces entreprises qui innovent. Ce qu'on veut, c'est un peu de lien et mettre en lien ces entreprises avec des gens qui ont de l'expertise, mais qui packagent un peu les choses, comme on évoquait. Si les entreprises vont comme ça toutes seules, voire quelques gros cabinets, elles ne trouvent pas de solution ou c'est très cher. À nous essayer de leur amener un package d'accompagnement sur ces nouvelles technologies qui leur permettent d'y aller sans se ruiner et en étant rassurés sur le fait qu'ils ont trouvé le bon intervenant sur leur ligne. Et on a beaucoup de sujets. Madame Durand-Primborgne, quel regard justement, alors là côté syndicat, côté partenaires sociaux, quel regard Force ouvrière porte sur la digitalisation de l'économie? Parce que derrière digitalisation, il y a bien sûr la question très importante de l'emploi, des entreprises qui tournent toujours beaucoup plus vite, qui, on l'a vu tout à l'heure et on continuera à le voir, la robotisation est de plus en plus galopante et Nicolas Dufourcq disait que finalement, c'est vrai que ça limitera peut-être l'emploi, mais ça dynamisera certains bassins de population et bassins d'emploi. Quel est le regard de Force ouvrière sur cette révolution digitale? Bah, écoutez, nous, on l'a subi un petit peu au chantier de l'Atlantique, hein, puisque c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On a bien vu dans l'évolution de la population, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, il y avait à peu près 2500 salariés qui étaient des ouvriers. Maintenant, effectivement, dans les ateliers, il y a à peu près 1100 ouvriers. Alors, on sait que la sous-traitance est effectivement importante, mais on voit bien que chez nous, il y a eu de la robotisation qui a été mise en place, bien évidemment, et on voit le résultat. On voit effectivement que autant on livre nos bateaux beaucoup plus vite, ça c'est clair. Maintenant, les effectifs la population a changé. La répartition dans les effectifs a changé de ce fait. Donc, c'est quelque chose effectivement qui est important, ça c'est indéniable, mais ça n'est pas, disons qu'il va falloir effectivement que les générations à venir soient beaucoup plus, on va dire, modulables, parce qu'il va falloir qu'ils soient plus, comment on va dire, j'ai du mal à trouver le mot, mais qu'ils s'adaptent effectivement au marché de l'emploi avec beaucoup plus de facilité que nous, on ne pouvait le faire. Ma génération pouvait déjà le faire par rapport à la génération d'avant, puisque les métiers vont évoluer par rapport à tout ça. Donc, on est effectivement attentif, on comprend le besoin, mais effectivement, en termes d'emploi, ça veut dire clairement qu'il va falloir préparer les générations actuelles et à venir à être beaucoup plus... définitivement, je trouve pas le mot, mais à être plus modulable. Voilà, on va dire. Histoire de s'adapter. On va passer aux questions de l'amphi virtuel et les questions publiques. J'avais simplement une interrogation qui s'adresse à tous les intervenants, peut-être à Nicolas Dufourcq aussi. Quel est réellement l'impact de la crise sur la stratégie industrielle? Est-ce que cette crise du Covid va imposer vraiment un changement drastique de politique industrielle? Est-ce que la stratégie post-Covid sera réellement différente de s'il n'y avait pas eu la pandémie finalement? Alors je crois que votre micro n'est pas branché, monsieur Dufourcq. Je dis qu'il y a Voilà. beaucoup de choses qui changent et qui accélèrent, sans être parfaitement original dans ce que je vais dire, mais prenez le secteur automobile qui va se précipiter vers l'électrification d'abord profonde, puis ensuite intégrale de sa production. Ça va aller assez vite finalement, puisque en 2030, les choses seront très largement actées. Ça, c'est une révolution complète de la filière, hein, qui va faire travailler de nouvelles entreprises, qui va être très, très, très impactante pour d'anciennes entreprises qui étaient dans le monde de la mécanique traditionnelle, qui est un monde qui va s'effacer, qui va rentrer dans le passé, hein. Dans l'aéronautique, c'est la même chose. La décarbonation de l'industrie, qui est un enjeu absolument majeur, on a peu de temps pour la faire, mais on vient de comprendre qu'on avait peu de temps pour la faire finalement. Ça fait des années qu'on le dit, mais c'était un peu, au fond, une prière liturgique. Il me semble qu'avec la crise du Covid, tout d'un coup, tout le monde s'en est aperçu. Tout le monde a compris qu'il nous restait 3500 jours, 10 ans.
et pas plus, parce que ce qui n'aura pas été fait en 2030, ça sera trop tard pour les engagements des accords de Paris. Donc on a 3500 jours pour décarboner les PME industrielles françaises. Donc chaque jour qui passe compte. Et ce sentiment de la nécessité, autour de la digitalisation, de la robotisation, du retour à l'export aussi et de la décarbonation, il me semble qu'il est beaucoup, beaucoup plus présent à l'esprit des entrepreneurs maintenant qu'il y a encore 18 mois. André Cartapanis, même question. Est-ce que, en tant qu'économiste, là pour le coup, vous voyez un changement radical de politique industrielle, de réindustrialisation des territoires post-Covid, un accélérateur de mouvement cette pandémie? On a évidemment du côté de l'État la prise en compte des objectifs de protection des productions nationales, et donc c'est la fameuse thématique du patriotisme économique, de la résilience, du raccourcissement des chaînes de production. Maintenant, du point de vue des effets que cela induit, en dehors d'aspects sectoriels, typiquement pour le tourisme, pour l'aéronautique, moi je ne crois pas qu'il y ait d'infléchissement spécifique. Il y a plutôt sans doute une accélération des urgences à pouvoir recomposer les dispositifs de production. Et en le faisant également, j'étais très sensible à ce qui a été dit par Nicolas Dufour tout à l'heure, en le faisant en percevant bien que les écosystèmes dans lesquels les nouvelles activités industrielles vont se développer sont des écosystèmes dans lesquels ce qui est en jeu, c'est la compétitivité des interfaces. C'est la combinaison avec des auditeurs, avec des financiers, avec des juristes. Et ça me paraît être quelque chose qui est peut-être un peu négligé aujourd'hui, parce qu'on a tendance à privilégier simplement des plans et des programmes de financement sectoriels. Mais pour me résumer par rapport à la question posée par Emmanuel Cuny, moi, je n'ai pas le sentiment qu'en termes industriels, il y ait un changement de cap. Bon, si on laisse de côté la dimension sanitaire, avec évidemment toutes les industries des médicaments, où là, les urgences ont évolué, évidemment. Alors, nous allons passer, merci André Cartapanis, nous allons passer aux questions de l'amphi virtuel. Alors, je me tourne vers Léa. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des questions? Et on m'a dit qu'on m'indiquerait donc la personne dans cet amphi qui souhaiterait poser la première question. Nous vous écoutons. Oui, nous avons une première question de Ludivine Canard. On vous entend très mal, Ludivine. On vous entend très mal. Parlez bien dans le micro. Selon lui, comment concilier protection de l'industrie française et développement de cette dernière à l'étranger? Alors, cette question s'adresse à Christian de Boissieu, c'est bien ce que vous disiez, Ludivine. Christian, vous avez entendu la question? Christian de Boissieu? Allô? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Peut-être enlever votre casque, Ludivine, ce sera plus simple. Tu peux peut-être la répéter, Emmanuel. Emmanuel, répète-la. Mais je n'ai pas entendu, c'est le souci. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, c'est mieux. Allez-y, nous vous écoutons. Du coup, ma question, c'était, selon lui, comment concilier protection de l'industrie française et développement de cette dernière à l'étranger? Protection et développement, je n'ai pas compris la fin. Développement quoi? Et développement de cette dernière à l'étranger. Ah, d'accord. Bon, quelques mots. Je pense qu'on est dans un contexte. J'ai pas répondu parce que j'ai pas été sollicité sur la question précédente. En quoi la crise a-t-elle changé les choses? Je reviens sur la notion de souveraineté, le patriotisme économique. Il y a clairement cette crise suscite une demande de contrôle, de maîtrise de son destin, de souveraineté. Le débat, c'est de savoir à quel niveau. La réponse peut être apportée. Il y a une demande en face. Quelle est l'offre? À quel niveau? Est-ce que c'est au niveau national ou au niveau européen? Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Donc pour moi, sur beaucoup de sujets, la bonne échelle, c'est l'Europe. Sur beaucoup de sujets, pas tous. Et donc le débat sur le protectionnisme, pour moi, ne peut pas être un débat national. Alors il est clair qu'on va chercher à relocaliser en France certaines activités, la filière santé-médicaments, ça a démarré, l'électronique, la 5G, l'agroalimentaire, Monsieur Philippe l'a dit, qui est une des forces de l'économie française, on va sans doute aussi mettre le paquet là-dessus, mais je pense que le débat sur la protection,
pose la question des rapports entre l'Europe et le reste du monde. Pas de naïveté européenne, je l'ai dit. Monsieur Biden va pas nous faire des cadeaux, pas plus qu'il en fera la Chine. Donc moi je m'attends bien sûr à un retour d'un certain multilatéralisme, mais avec des règles du jeu qui vont être compliquées, une gouvernance mondiale qui me paraît très faible aujourd'hui. Le G20 est inexistant, l'Organisation mondiale du commerce est bloquée. Jusqu'à présent, la nouvelle administration américaine n'a rien dit sur l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Donc par rapport à votre question, moi j'essaie de concilier protection, exportation, en disant sur beaucoup de sujets, la bonne échelle, c'est à mon avis l'échelle européenne. Est-ce que je peux profiter du fait que j'ai la parole pour revenir vers les questions de financement? Nicolas Dufour, si Nicolas Dufour veut bien prendre ma question. Je parlais de l'épargne de proximité, je parlais de vos initiatives. Vous avez lancé un fonds de private equity, c'est-à-dire de financement du non-coté. Au-delà des banques dont vous avez parlé, et il peut y avoir une problématique sur le financement des pays. Ouais, okay. Moi, je voudrais essayer de comprendre clairement quelles sont les ambitions de Bpifrance sur ces problèmes de financement national ou local. Bien, pardonnez-moi, j'ai eu une petite coupure dans l'intervalle. Léa, est-ce qu'il y a une autre question de l'amphi virtuel? Oui, il y a une autre question de monsieur Liviu Cortora. Nous vous écoutons, monsieur. Alors, soyez très bref hein, dans vos formulations de questions. Encore une fois, ne faites pas d'exposé, mais posez des questions très précises et très brèves pour que nous puissions prendre le maximum de personnes. Merci. D'accord, je vais commencer déjà. Pour être bref, je suis un peu déçu que depuis ce matin, malgré le fait qu'on parle de réindustrialisation ou industrialisation, c'est-à-dire d'une économie tangible, nous n'avons pas eu un seul économiste ou intervention sur l'intangible. Alors évidemment que par EFRAG, je contribue pour la communauté européenne pour déjà faire des reporting non financiers. Mais ce qui est quand même assez ridicule, c'est qu'au niveau de l'industrie, les patrons de l'industrie ne se posent pas du tout les questions sur la connaissance, sur la compétence. Évidemment, on entend le syndicat, mais c'est parfait, et c'est justement le domaine où lui, il est maître. Il faut que l'économie de l'intangible, on la voit. Les connaissances. Quelle est votre question, monsieur? La question, c'est justement ça. Comment il se fait qu'autant des économistes, patrons, responsables des divers réseaux n'ont pas pris conscience qu'avant d'avoir ces ambitions du côté réalisation concrète, il faut déjà aborder et manager ce que nous n'avons pas du tout fait jusqu'à présent, et pas que nous, l'intangible, les connaissances, comment on gère les flux des connaissances. On parlait très bien. Nous avons compris votre un outil, question, la plateforme, Nous avons très bien compris votre question. Sur les connaissances, qui souhaite répondre? Christian de Boissieu, André Cartapelis? Un mot, cher monsieur, un mot. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai dit il faut élargir le débat vers les services, c'est-à-dire qui sont en grande partie immatériels, y compris d'ailleurs, parenthèse, les services financiers. J'ai parlé de recherche-développement, d'université, j'ai parlé du savoir. Donc moi je pense, et vous avez raison, qu'une grande partie du problème de la compétitivité se situe vraiment sur la question de la formation, de l'éducation, des compétences et des services. Dire, le débat, c'est pas uniquement 11% ou 15% du PIB de l'emploi. Pour moi, le débat, c'est 100% du PIB et c'est 100% de l'emploi. Qui d'autre souhaite répondre à cette question? Peut-être Nicolas Dufour, André Cartapelis? Non, on passe à la question suivante. Alors Léa. Il y a une question de Madame Sarah Lemaire. Alors Madame Lemaire, nous vous écoutons. Même concision dans la question, merci. Bonjour, vous m'entendez? Oui, c'est parfait, nous vous écoutons. Merci. À vrai dire, ce n'est pas une vraie question. Je suis désolée de prendre la parole dans ce cas-là, si ça vous dérange, mais
Effectivement, moi je pense que la question de la formation et de l'état d'esprit aussi dans lequel on propose des formations en France, je voudrais juste insister là-dessus. Je pense que c'est important. Aujourd'hui, je travaille chez Alstom. On a des métiers clés dans l'ingénierie qui nous manquent énormément. Et aujourd'hui, tout le corps d'enseignement s'est focalisé à faire, par exemple, des ingénieurs très généralistes qui vont, eux, après travailler chez Accenture pour après donner des prestations extrêmement chères, par exemple, en termes de digitalisation, etc. Or, je pense que si se concentrer sur les jeunes et leur proposer des formations clés pour l'industrie, ça permettrait aussi de renforcer le peu d'industrie qui existe en France et pour arrêter cette désindustrialisation qui, je pense, même s'il y a eu des désindustrialisations, on a aussi gardé beaucoup trop un mindset de l'industrie beaucoup trop proche de Germinal. Et voilà, je pense que se tourner vers les jeunes et les proposer de participer à l'industrialisation française serait clé. Et d'ailleurs aussi pour le numérique, parce que vous avez beaucoup parlé de numérique un peu en tant d'outils lourds. Or, il y a aussi beaucoup de choses que le numérique peut apporter et les jeunes, aujourd'hui, ont beaucoup plus cette facilité-là d'un point de vue des process. Et là, on le voit Madame le avec maire, le Covid. je vous Voilà. propose justement d'interpeller les deux professeurs qui sont là, Christian de Boissieu et André Cartapanis, Avec sur plaisir. cette question Je de peux jeunes. répondre là-dessus. Oui, Est-ce que je peux Nicolas répondre Dufour. là-dessus? Ouais, Allez-y, parce que allez-y. c'est super que vous disiez ça, parce que c'est absolument fondamental. Et en effet, on peut toujours dire plus de financement, plus d'épargne, plus de capitaux, plus de prêts, plus. Bon. Tant qu'on n'aura pas réussi à aiguiller du capital humain vers les PME industrielles, autant qu'on aiguille du capital financier, on loupera notre objectif. Donc c'est la raison pour laquelle BPI France, on est devenu une grosse société de conseil territoriale. On va faire en 2021, on va faire 2500 missions de conseil dans les PME, avec des consultants dans les territoires. On a créé 55 écoles pour les patrons et patronnes de PME et on fait tout pour convaincre les jeunes sortis des écoles d'ingénieurs d'aller bosser dans les PME. On a créé un concept qui s'appelle le VTE, j'en profite pour le dire parce que il est très fortement poussé par le gouvernement. Le VTE, c'est la même chose que le VIE, sauf que c'est en France. Dans une PME industrielle d'un territoire. Ça veut dire volontaire territoire d'entreprise. L'idée, c'est qu'en sortant d'une école d'ingénieur, plutôt que d'aller dans un cabinet ou dans un grand groupe, ou d'ailleurs de créer une start-up, qui est très bien aussi, il n'y a aucun jugement de valeur, mais bon, le fait est qu'il y a quand même très peu de jeunes sortis des écoles d'ingénieurs qui partent direct en PME industrielle. Alors que la vie en PME industrielle est absolument fantastique. L'utilité est immédiate, les valeurs sont là. On est dans une urgence permanente qui est assez euphorisante, il faut bien dire les choses. Et donc, le VTE, c'est quoi? C'est la possibilité pendant 1 an d'être bras droit d'un patron de PME en CDD, un salaire qui est négocié avec ce patron de PME, et il y a une petite aide de la BPI pour cela. Mais le cœur du sujet, c'est pour ça que je fais des tonnes de webinars avec les écoles d'ingénieurs, pour parler aux étudiants, c'est de leur dire, vous avez cette possibilité-là aussi, à la sortie de votre école, prenez-la, au bout d'1 an, vous verrez bien si vous avez envie de rester dans ce monde-là ou si vous voulez retourner dans le monde du grand groupe ou du cabinet de conseil. Mais vous l'aurez vécu et vous vous en souviendrez toute votre vie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous aurez été d'une utilité, vous n'imaginez même pas pour le patron de PME industriel. Alors justement, professeur de Boissieu et professeur Cartapanis, une question grand public. Ne faut-il pas redynamiser, qui est dans le même sens d'ailleurs, de la question qui complète la question de Madame le maire, ne faut-il pas redynamiser la coopération industrie-université pour construire une industrie française porteuse d'avenir? C'est Jean-François qui nous pose cette question. André Cartapanis. Je veux bien répondre, je veux bien. Oui. Et je crois que la réponse concerne également la question précédente. Est-ce qu'on a besoin de compétences qui soient, c'était l'intervenante précédente qui posait cette question, de compétences qui soient vraiment spécialisées, qui correspondent à des types de métiers, presque à des postes de travail? Je ne suis pas convaincu pour ma part. Je crois que dans ce qu'est la dynamique aujourd'hui des dispositifs à la fois technologiques et productifs, on a besoin de beaucoup plus de polyvalence. Et la meilleure capacité à pouvoir être polyvalent, c'est dès sa formation,
d'avoir été dans un cadre qui est soit pluridisciplinaire, soit qui combine un certain nombre de disciplines. Et ça me paraît finalement plaider beaucoup plus en faveur de formation, y compris parmi les écoles d'ingénieurs généralistes, et la spécialisation, elle s'acquiert sur le tas, au moment du premier emploi ou à l'occasion d'une alternance ou d'un stage. La deuxième remarque à ce propos concerne la place de la recherche, et du coup on est dans l'articulation avec la deuxième question. Il est quand même frappant de constater qu'aujourd'hui en France, il y a une diminution du nombre d'inscriptions en thèse, y compris dans les disciplines scientifiques ou technologiques. Il est frappant de constater que dans les petites entreprises, le taux d'emploi de docteurs et donc de jeunes qui ont passé 3 ans, 4 ans à aller au plus haut niveau sur un point bien spécifique, et c'est la meilleure formation généraliste que d'être spécifique en recherche dans un domaine qui a été choisi pour une thèse. Et il y a en France un vrai problème en la matière, qui est une sous-estimation de ce que pourraient apporter des chercheurs, de jeunes chercheurs, au terme d'un doctorat, par exemple au terme d'une bourse CIF, en articulation avec des entreprises. Donc, il faut, par rapport à la deuxième question, bien souligner que l'université est prête, elle est volontaire en la matière, mais nous avons souvent un peu moins de répondants du côté des milieux professionnels, à la fois dans la formation de jeunes chercheurs en recherche et développement, et ensuite dans l'emploi. Madame Durand-Primborgne, vous souhaitiez intervenir sur cette question, donc la position de Force ouvrière que vous représentez aujourd'hui? Oui, alors c'était pour donner justement l'exemple que nous avons, nous, au Chantier de l'Atlantique. Alors, nous, les Chantiers de l'Atlantique ont créé une école pour des soudeurs, des charpentiers et des charpentiers métaux, parce que c'était des métiers assez spécifiques que nous ne trouvions pas, effectivement. On avait du mal à trouver, puisque pour certains de ces métiers, nous sommes en concurrence directe avec Airbus. Bon, là, je rentrerai pas dans les discussions de négociations salariales qui font que nous n'avons pas les mêmes grilles de salaire que chez Airbus, et nous sommes moins attrayants que chez Airbus. Et donc, il y a eu cette création d'écoles. Et puis, concernant les ingénieurs, il y a effectivement mis en place aussi par la direction des chantiers, ce qui nous paraissait, nous, assez judicieux, ce qu'on appelle des job dating, c'est-à-dire que la direction va effectivement dans les IUT de Nantes et de Saint-Nazaire, va également aussi être en contact avec les écoles d'ingénieurs, avec les facultés diverses, pour présenter justement les métiers en vue d'attirer les ingénieurs. Sachant que chez nous, nous avons au sein de notre entreprise, que ce soit pour les cadres ou pour les techniciens ou même pour d'ailleurs les ouvriers, nous avons dans une même entreprise, nous pouvons en tant que technicien, par exemple, avoir différents types de métiers de technicien. Pour les ingénieurs, il y a plusieurs types d'ingénieurs également. Donc, on peut effectivement, pour un jeune ingénieur rentrant au chantier, il peut sur 10 ans faire différents types d'activités par rapport à sa formation. Donc, c'est quelque chose qui nous paraissait, nous, effectivement, très judicieux pour Force ouvrière au sein de cette entreprise, avec la capacité que nous avons. Cette école, mise en place pour les ouvriers, et en même temps, le contact, effectivement, direct avec les IUT, avec les étudiants pendant qu'ils sont en pleine étude, pour leur permettre d'avoir une visibilité potentielle sur ce qu'il y aurait à l'avenir. Oui, témoignage important et cas concret au chantier de l'Atlantique. Alors, il nous reste 3 minutes précisément. Y aurait-il encore une question dans l'amphi virtuel? Je me tourne vers Léa. Oui, il y a une dernière question de Monsieur Joris Foresti. Nous vous écoutons, Monsieur Foresti. Oui, bonjour à tous. Donc, je vous écoute actuellement depuis l'Allemagne et on parle souvent de l'Allemagne comme étant un modèle à suivre. En particulier donc du Mittelstand, qui est cette région où se trouvent les entreprises industrielles et familiales. Pour citer quelques chiffres, la valeur ajoutée manufacturière d'Allemagne est passée de 18 à 20% de 98 à 2019. En France, elle est passée de 12 à 9%. Donc, ma question est, qu'est-ce qui nous empêche en France de dupliquer ce modèle? Merci. Alors, qui souhaite répondre? Nicolas Dufour, Christian de Boissieu. Nicolas Dufour. Une réponse, c'est un sujet. Bon, l'Allemagne, l'industrie allemande, c'est 3 fois l'industrie française. Hein, et donc, c'est irrattrapable en termes de proportion dans le PIB et d'influence dans la société allemande, etc. Ça vient de très loin.
Voilà. Donc l'industrie française, elle peut se reconstruire, mais il ne faut pas s'imaginer que on pourrait retrouver les 700 milliards d'euros de création de valeur ajoutée de l'industrie allemande. J'ai envie de dire, il y a un certain nombre de choses, c'est à 3 heures de train de la gare de l'Est, hein, l'Allemagne, c'est quand même pas très loin, donc il y a un certain nombre de choses qu'il faut juste simplement copier, quoi. Et on est en train de le faire, c'est-à-dire du financement, de l'equity, des centres techniques hyper terrain et de grande qualité, comme ceux dont on a parlé tout à l'heure, quand on a évoqué l'installation de CEA Tech à Quimper, par exemple, hein. Le retour de l'apprentissage comme une voie absolument royale de formation des jeunes, la descente des ingénieurs sortis des meilleures écoles vers les PME industrielles, bon, la baisse des impôts de production, tout ça nous conduit vers le modèle allemand. Il y a un sujet qui n'a toujours pas été tranché et qui est fondamental dans la richesse de l'industrie allemande, il faut bien le voir, hein. Il y a un sujet de façon culturelle, anthropologique, c'est qu'ils sont hyper solidaires entre eux, et que nous, on est encore, même si on est un peu plus collectif qu'avant, on est encore très gaulois, quoi, très individualiste, mais surtout, ils ont une fiscalité des successions qui fait que le capital se transmet de génération en génération et que les entreprises industrielles allemandes sont rutilantes de capex, de capital. Et c'est pas le cas des entreprises françaises. Et ça, bon, peut-être qu'un jour, il faudra qu'on traite le sujet clairement. Nous devons conclure sur cette conversation passionnante. Peut-être, Christian de Boissieu, vous souhaitiez répondre 2 mots. Le premier, on connaît les raisons pour lesquelles on a beaucoup de difficultés en France à faire que les PME deviennent des ETI. Je renvoie au rapport Juppé-Rocard, c'est exactement le sujet. Il y a des effets de seuil, il y a des problèmes de financement, etc. Et deuxième et dernière remarque, vous avez parlé les uns les autres des relations entre les écoles et l'industrie, on a parlé des ingénieurs. Moi, je pense aussi à l'université, excusez-moi au sens strict. C'est beaucoup plus compliqué, les relations entre l'université et l'industrie, que les relations entre les écoles grandes ou moins grandes et l'industrie. Et j'espère que, Nicolas, qu'en VTE, vous allez accueillir pas mal de nos étudiants de l'université. C'est lancé comme message. Merci infiniment à vous toutes et tous. Merci aux intervenants. Merci au public. Merci aux personnes qui ont posé toutes ces questions pertinentes. Malheureusement, on n'a pas pu toutes les prendre, mais il y aura d'autres débats dans le courant de l'après-midi jusqu'à ce soir. D'ailleurs, dans un instant, vous allez pouvoir entendre Louis Gallois sur, c'est le grand témoignage de cet après-midi, les secteurs clés de la réindustrialisation en France, après quoi mon confrère de France Inter, Fabien Cazot, accueillera ses invités pour la table ronde numéro 4, l'action publique en question face aux réindustrialisations. Merci de votre attention et à tout de suite pour la suite.